Alors nous allons passer à l'autre partie qui est des États-Unis d'Afrique et de l'unité africaine. Notre prochain intervenant, c'est le professeur Jean Martin, qui a un master de droit africain à la Sorbonne. Et je tenais aussi à remercier l'AMDAS, qui est l'association de ce master de droit africain de la Sorbonne, qui est partenaire de cet événement. Les États-Unis d'Afrique, mythe ou réalité, point d'interrogation. Les États-Unis d'Afrique sont certainement un mythe. Cela a été un mythe dans le passé, au sens d'un récit imaginaire, avec des personnes imaginaires, et un mythe au sens aussi d'un récit imaginaire qui est important, qui n'est pas n'importe quel récit imaginaire. Je ne reviens pas sur l'histoire du panafricanisme, notamment, qui sera traitée tout à l'heure, mais je crois, et c'est peut-être plus important, qu'aujourd'hui encore, les États-Unis d'Afrique et le panafricanisme, qui est plus général, est encore un mythe. C'est un mythe dans le sens où on est encore dans le monde de l'imaginaire, et qu'il n'y a pas de véritable réalité, ou en tout cas de réalité institutionnelle. Je viendrai sur d'autres types de réalités qui sont d'ailleurs à mon sens plus importants. Que voyons-nous sur le plan institutionnel? Le meilleur symbole, le meilleur précurseur de ces États-Unis d'Afrique, ça serait l'Union africaine. C'est ce qui ressemblerait le plus à ce projet. Pourtant, l'Union africaine est un être quasiment né, qui ne fait pas grand-chose, d'un point de vue opérationnel, son activité est quand même très mince, et qui ne fait pas grand-chose, et c'est peut-être plus important, d'un point de vue symbolique. À la limite, peu importe, une institution qui ne fonctionne pas, du moment qu'elle donne l'impression qu'elle le fait, ou qui donne à rêver peut-être un élément d'unité ou un élément de force. Or, je doute que partout en Afrique, l'Union africaine, cette organisation internationale, ait une quelconque signification et soit le précurseur des États-Unis d'Afrique. Ensuite, il y a le problème au sens d'ambivalence d'entités qui fonctionnent mieux, pour la plupart, mais qui présentent une ambivalence. Ce sont notamment toutes ces intégrations sous-régionales. Car en effet, l'intégration sous-régionale peut être vue sous deux angles. Ce peut être un précurseur des États-Unis d'Afrique. Finalement, avant de s'unifier d'un coup, comme on avait prétendu, ou on a rêvé de faire au début des années 60, autant constituer des entités régionales, si elles sont suffisamment stables, peut-être ensuite s'agréger pour créer enfin des États-Unis d'Afrique, au lieu de faire le saut tout d'un coup d'une cinquantaine d'États à une entité autonome. Mais le danger dans l'intégration régionale, de ce point de vue, c'est pas un danger dans tous les points de vue, le danger est de créer finalement des entités régionales, justement. Et finalement, de distendre les liens entre les Africains, où je serais plus précisément moi de la CEDEAO, moi de la CEMAC, moi de telle organisation, ou moi de telle ou telle partie d'Afrique, ce qui rendra d'autant plus difficile une unité africaine ultérieure. S'agissant des États, au sens de ceux qui les représentent, les gouvernements, les politiques africaines, si l'on regarde un peu l'histoire des politiques africaines au niveau international, on s'aperçoit que très rarement les États africains ont réussi à tenir des discours politiques cohérents et unitaires. Très vite, des intérêts, soit étatiques ou soit sectoriels, ont pris le pas. Quand on voit les longues négociations sur le droit, sur la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, les États africains se sont opposés entre les États côtiers qui voulaient agrandir leur espace maritime, les États enclavés qui voulaient obtenir autre chose. Les intérêts entre les États africains étaient différents.
Quand on regarde à l'OMC également, les différentes négociations, même si c'est un des endroits où finalement l'Afrique est la plus unie, là encore, il y a une différence quand vous avez des États qui veulent se lancer dans la libéralisation, tandis que d'autres, par exemple, la filière du coton, ne pense qu'à une chose, c'est à mettre fin aux subventions américaines et européennes sur leurs producteurs pour ne pas subir une concurrence déloyale. Donc les intérêts économiques, encore une fois, ou géopolitiques des États africains sont différents et surtout les États n'essaient pas de les concilier, ou pas suffisamment. Que reste-t-il? Alors, il y a eu un moment important d'unité africaine au niveau international, mais dès que je vais vous dire ce moment, je sens qu'un certain nombre vont sourire, c'est au moment de la création de la Cour pénale internationale. Ici, il y a une rare cohérence, et encore, il y a un peu plus de la moitié des États africains partis au statut de la CPI, mais voilà, c'est un peu plus, donc il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu ratifier dès le début. Or, que voit-on avec le délitement actuel? Alors, on peut espérer finalement que la Gambie, dans le délai d'1 an, finalement revienne avec le changement de régime, revienne sur sa notification de retrait du statut, ce qui permettrait d'éviter l'hémorragie. Il reste que les politiques africaines à l'égard de la CPI, là où elle semblait réunir un certain consensus, on voit une dislocation également. On pourrait regarder des choses plus précises, mais je ne vous embêterai pas là-dessus, parce que ce sont des questions techniques, de technique juridique, mais bon, c'est mon travers, je dirige le master de droit africain, je suis professeur de droit, donc forcément je suis attiré par le droit. Faisons la liste des différentes conventions, je ne vais pas la faire, faisons la liste de tous les traités internationaux adoptés sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine et sous l'égide de l'Union africaine. Regardons l'état de ratification de ces traités, c'est une catastrophe. Effectivement, l'Afrique produit beaucoup de traités, et des traités à échelle continentale. Le problème est que les ratifications ne viennent pas, et on a beaucoup de traités actuellement qui ne sont pas en vigueur, et qu'il en reste très peu en vigueur, qui seraient susceptibles de porter cet élan vers des États-Unis d'Afrique. Alors, est-ce que les États-Unis d'Afrique pourraient être une réalité? Ils ne le sont pas, mais pourraient-ils l'être? Pourquoi pas? Mais cela dépend d'un certain nombre de conditions. Et d'autre part, et je finirai par là, selon ce que l'on veut y mettre, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, j'ai fait exprès, comme je sais que tout le monde est a priori est partisan des États-Unis d'Afrique, il fallait forcément que je fasse ma voix dissidente. Alors, est-ce que ça pourrait être possible? Je crois que tout dépend de ce que l'on veut y mettre comme contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça serait? Et ce que l'on veut en faire. Alors, s'agissant du contenu, qu'est-ce que seraient les États-Unis d'Afrique? Il y a deux grandes possibilités. Est-ce que c'est simplement créer une unité en acceptant les diversités africaines, ou est-ce que l'on veut construire une identité africaine, quelque chose de monolithique? Alors je commence par ce second point pour dire qu'à mon sens, il est impossible, et je crois qu'il n'est même pas souhaitable. Quelle unité africaine, au sens d'identité africaine? Je doute qu'il y en ait actuellement, mais c'est un regard extérieur, et bien sûr il y aura débat, et je doute qu'il puisse y en avoir. Car effectivement, il y a une unité, mais je n'en vois qu'une en Afrique, c'est un même socle géologique. Sur le reste, les histoires ne sont pas pareilles. Tous les pays d'Afrique, et même encore, il faudrait, pourquoi parler de pays, les pays sont tout récents, au sens où on les entend maintenant, mais que ce soit différentes communautés, je vais parler de communautés au sens large, n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même histoire intérieure, n'ont pas la même histoire à l'égard des ingérences extérieures. Tout le monde n'a pas subi la violence de Rome de la même manière, ou la violence de la traite des esclaves de la même manière, ou la violence de la colonisation de la même manière. Il n'y a pas d'identité religieuse, il n'y a pas d'identité culturelle.
Donc je crois qu'actuellement il n'y en a pas, et pourquoi se forcer à en avoir une? Mais en Europe non plus. Pardon? En Europe non plus. Ouais. On ne le... En Europe non plus. Ah oui, mais en Europe non plus, oui, oui. Mais alors là, c'est une des choses d'ailleurs qui me fascine le plus dans le panafricanisme, qui est une idée qui me séduit, qui est séduisante, et je ne dis pas qu'il faut l'abandonner d'ailleurs. C'est que c'est le seul pan, quelque chose qui existe encore. On a fini, nous, avec le pan-européanisme, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir maintenant, hein, avec le repli, c'est à qui voudra dénoncer, alors on soutient l'Union européenne, où là, les républicains, juste avant les primaires, c'était à celui qui dénoncerait le plus tôt la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il y a un repli nationaliste, un rejet de ce qui est européen comme international partout. Donc oui, il n'y a pas d'unité européenne. À la limite, nous, je pense qu'il y en a plus, mais dans un sens négatif. Dans une sorte d'uniformisation, d'aseptisation du continent européen. Donc il n'y en a pas. Mais justement, je rebondis sur ce que vous dites. Ce qui est intéressant, c'est que précisément, et on va revenir à l'architecture, quand on regarde le but du Conseil de l'Europe, par exemple, une des premières formules est « unis dans la diversité ». Précisément, on va s'unir, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble, mais en reconnaissant nos diversités. Et je pense que c'est ça la voie qui devra être suivie. Donc voilà, pourquoi chercher une identité qui n'existe pas? Et ce serait dangereux, chercher une unité, ça serait vouloir gommer du coup des aspérités, des différences, c'est donc perdre en richesse. Bon alors on va considérer que, bon voilà, il faudrait une unité religieuse, donc on va gommer les autres. Bah, quelle perte! Où finalement notre trait culturel dominant ce serait celui-là et on va effacer cela, et donc comme les espèces animales on va arriver à des choses, des catégories insignifiantes, et ce serait une énorme perte pour l'Afrique. Quid des États, je n'y reviendrai pas, mais les gouvernants ne prônent pas cette unité, et d'ailleurs un gouvernant, on reproche souvent au gouvernement africain de ne pas être panafricaniste. Ou alors il faudrait s'entendre, savoir ce que c'est. Est-ce qu'il suffit d'être anti-français pour être panafricain? Je ne crois pas. La plupart des chefs d'État qui lèvent le menton face à la France ne le font pas par panafricanisme, hein, le font par intérêt national, ou égo surdimensionné. Mais je ne crois pas que ça sert forcément la cause panafricaine d'embêter la France. Ça peut, hein, mais si vous vous mettez tous ensemble et qu'il y a un projet derrière cela. De toute façon, un gouvernement ne peut pas être panafricain. Un chef d'État ne peut pas être panafricain. Enfin, plutôt, ne peut pas être pour les États-Unis d'Afrique. Un chef d'État, son pouvoir juridique, tient de l'existence d'un État. Que ce soit de l'intérieur ou du niveau international, c'est parce qu'il y a un État qu'il est chef d'État. Donc, prôner quelque chose au-dessus de l'État, c'est se dévêtir lui-même. Connaissez-vous beaucoup de personnes qui ont le pouvoir qui, elles, sont dévêties? Cela arrive. Mais cela est très rare. Moi, je serais chef d'État, je ne voudrais pas quelque chose au-dessus de moi. J'accepte un président d'université au-dessus de mon master, mais c'est la seule chose que je tolère. Un chef d'État ne peut rien vouloir au-dessus de l'État tant qu'il en est encore le chef d'État. Donc il faudrait quelque chose comme une unité qui respecte la diversité. Mais alors quelle forme? Quand on parle d'États-Unis d'Afrique, forcément on pense... Alors, dans la pensée philosophique, un certain nombre de projets d'États-Unis d'Europe, où surtout il y a quelques entités qui portent le nom d'États-Unis, notamment les États-Unis d'Amérique ou encore les États-Unis du Mexique. Est-ce cela que l'on veut? C'est-à-dire, faut-il un État? Serait-ce un État? Mais un État comment? Un État confédéré ou un État fédéré? Ou est-ce qu'il faudrait se contenter d'une organisation internationale? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Un État, je ne crois pas que ce serait viable. On n'a jamais vu un État qui serait aussi immense que le seraient ces États-Unis d'Afrique. Une organisation internationale, c'est très fragile, une organisation internationale. Donc il faudrait savoir, si l'on opte pour cela, il faudrait voir peut-être à la baisse les prétentions ou les espoirs que l'on mettrait dans cette organisation. Et c'est peut-être ça finalement la question première. Pourquoi faire? Pourquoi les États-Unis d'Afrique? C'est beau, ça donne envie, on se dit qu'il y a une force derrière. Mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour s'émanciper des dominations qui s'exercent encore sur l'Afrique? Est-ce pour achever la libération, commencée mais inachevée? Ou est-ce réflexe négatif de défense, ou est-ce projeter une force, projeter une vision du monde?
il faut s'entendre là-dessus. Il faut savoir ce que l'on veut faire de ces États-Unis d'Afrique. On sent qu'il y a quelque chose de commun, c'est sortir de la condition dans laquelle sont les Afriques. Mais ça ne peut pas suffire pour porter quelque chose, pour permettre la construction de quelque chose. Donc il faut un projet émancipateur, un projet concret, qu'il reste à définir en commun, et surtout sans altérer les différentes particularités qui marquent l'Afrique et qui font que c'est encore un beau continent, un continent riche, comme l'Asie, beaucoup plus riche, me semble-t-il, que l'Amérique du Nord ou l'Europe, où vous pouvez traverser l'Europe sans avoir le sentiment de changer de pays ou de culture, où tout est assez aseptisé. Je ne vous souhaite pas que cela vous arrive. Je crois que ça serait un drame, vous voyez. Du coup, nous, on invente des identités. Le retour des identités en Europe sont des identités factices parce qu'on sent qu'on a perdu des choses et on s'en invente ou on les exacerbe pour, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire. Non, actuellement, c'est pour le pire en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Donc, ça serait projeter peut-être une force, un dynamisme, être autre chose que victime de l'histoire. Mais à ce moment-là, est-ce que les États-Unis d'Afrique sont nécessaires? Avez-vous, je dis vous comme les Africains ont-ils besoin des États-Unis d'Afrique? Je ne sais pas. Parce que cette force, cette projection d'une vision du monde, elle se diffuse déjà, elle se diffuse par les arts, elle se diffuse par les diasporas, elle se diffuse déjà de différentes manières par ce qu'on appelle, entre guillemets, la société civile. Y a-t-il besoin d'une architecture institutionnelle en plus? Sachant que toute architecture institutionnelle a ses lourdeurs bureaucratiques, ses lourdeurs politiques, ses stratégies qui ne seraient pas forcément les stratégies voulues par les peuples africains. Et finalement, est-ce que les peuples africains n'ont pas intérêt plutôt à rester justement indépendants de ces dynamiques, en cherchant des soutiens plutôt que créer une nouvelle superstructure qui risque d'être impuissante ou étouffante? Voilà pourquoi donc, je me demande si cela devait représenter quelque chose d'institutionnel, si ça ne serait pas plutôt une perte, ou s'il n'y aurait pas des risques de perte plus que de richesse pour les peuples africains. Voilà quelques petites mini-réflexions sur la question. Et bien sûr, s'il y a des questions ou des contestations, je vous en prie.